J'arrive pas à très bien gérer mon stress. Parfois j'ai certaines douleurs, surtout dans le dos. Des acouphènes. Ma vie est en train de s'écrouler. Qu'est-ce que je vais devenir ? Un jour sans angoisse. Je connais pas. C'est une maladie terrible. Terrible. J'étais bien avec mon mari, c'était ma raison de vivre. Très dur. Je crois que c'est la chose la plus dure que j'ai eu à vivre dans ma vie. Bonjour et bienvenue dans Écho de vie, le podcast qui relie le corps et l'esprit. Notre rendez-vous dédié à l'authenticité et à la vérité. Un vendredi sur deux, nous explorerons les expériences humaines dans leur forme la plus pure et simple. Je suis Nathalie Monvoisin-Manant, thérapeute en MBCT, thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, et conseillère en nutrition santé. Notre approche est directe. Ici, pas de montage compliqué ou d'histoire fabriquée. Nous mettons de côté les artifices pour nous concentrer sur ce qui est réel et brut, en partageant simplement les vérités de la vie de nos intervenants. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau chapitre avec l'histoire de Francesca, une jeune femme que j'ai eu l'occasion d'accompagner. Épuisée et clairement abattue, elle m'a dévoilé le tournant dramatique qu'a pris sa vie il y a quelques mois, lorsqu'une série d'acouphènes virulents avait brusquement fait éruption dans son quotidien, transformant chaque moment en une lutte contre un bourdonnement incessant et inexpliqué. Jamais auparavant elle n'avait connu une telle gêne, et son désarroi face à cette nouvelle réalité était palpable. Francesca n'était pas venue simplement pour partager sa souffrance, elle était en quête de réponses. Perdue dans un labyrinthe de questions, elle cherchait désespérément à comprendre la source de ce trouble soudain. C'était une quête non seulement pour un soulagement physique, mais aussi pour une paix intérieure. Le parcours de Francesca vers la guérison s'est avéré être une exploration profonde de soi. À travers sa thérapie et de réflexions personnelles, elle a non seulement réussi à atténuer considérablement ses acouphènes, mais a également découvert la véritable origine de son mal. Cette prise de conscience a été le tournant décisif dans son combat contre les acouphènes, lui offrant la voie vers une compréhension plus profonde d'elle-même. Ce que Francesca partage aujourd'hui est bien plus qu'une histoire. Une histoire de lutte contre un symptôme physique déprimant. C'est un témoignage puissant sur la résilience humaine, l'interconnexion entre l'esprit et le corps, et le voyage vers l'auto-guérison. Je vous invite à présent à écouter le témoignage de Francesca. Son histoire est un puissant rappel de la complexité de notre santé mentale et physique, et comment parfois les réponses que nous cherchons se trouvent dans les profondeurs inexplorées de notre propre être. Son récit pourrait changer notre perception de l'adversité et de la guérison. Bonjour Francesca, et merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci Nathalie pour l'invitation. Francesca, tu as, il y a quelques mois, vécu une période très difficile avec l'apparition soudaine d'acouphènes sévères. Peux-tu nous raconter ce qui s'est passé et qu'as-tu ressenti et comment as-tu réagi à ce changement inattendu dans ta vie ? Oui, alors les acouphènes sont apparus de façon très soudaine en l'espace d'une semaine. En fait, tout a commencé, j'avais l'impression d'avoir l'oreille bouchée. Donc, je suis allée voir un médecin généraliste. Je lui ai montré mes oreilles, je lui ai expliqué que j'avais l'impression d'avoir l'oreille bouchée et que en plus de ça, je n'entendais plus rien parce qu'en l'espace de 5 jours, je n'entendais plus rien d'une oreille. Donc le médecin m'a dit que mes oreilles allaient très bien, enfin que mon tympan allait très bien et qu'il fallait que je consulte un ORL. Donc je suis allée consulter un ORL. J'ai eu de la chance parce que j'ai réussi à avoir un rendez-vous très rapidement. Alors que d'habitude c'est très compliqué d'avoir des rendez-vous comme ça d'une semaine à l'autre. Donc je suis allée chez cet ORL qui m'a fait des tests d'audition et qui a analysé toute mon oreille interne, etc. Donc en gros les tests d'audition étaient pas bons du tout. J'avais perdu en gros 80% de mon audition de l'oreille droite. Et comme mon tympan allait très bien, enfin il n'y avait pas
de malformation, quoi que ce soit. Elle m'a dit que c'était peut-être une maladie qui s'appelle l'autospongiose. Donc là, je regarde l'autospongiose sur Internet. Donc c'est une maladie dégénérative des osselets de l'oreille. Et en gros, cette maladie, t'es condamné à devenir sourde d'une oreille, enfin même des deux. Et par chance, cette maladie, elle s'opère. Mais bon, il faut aller dans certaines cliniques où il y a des chirurgiens spécialisés, etc. Donc là, comment j'ai pris la nouvelle? Bah, je l'ai très mal prise. Je me suis dit, bah, en gros, ma vie est en train de s'écrouler parce que moi j'ai un travail de bureau. Je suis souvent en réunion avec mes écouteurs, mon casque, etc. Donc je me suis dit, bah là, en fait, je vais devenir sourde. Donc comment je vais faire, en fait? Donc là, c'était des périodes une période hyper stressante, hyper angoissante, où en fait, toute ma vie, je l'ai remise en question. Je me suis dit, bah demain, comment je vais faire pour travailler, etc. Qu'est-ce que je vais devenir? Un peu fataliste. Mais malgré tout, je me suis dit, il y a quand même un espoir parce que cette maladie, elle s'opère. Elle s'opère, il y a une solution. Enfin, je sais que je pourrais quand même à nouveau entendre. Si tout se passe bien, parce qu'il se peut que de ce que j'avais lu et de ce que j'avais lu et de ce que quelqu'un que j'avais contacté via les réseaux sociaux qui avait la maladie m'a fait part de son expérience par rapport à l'opération, c'est que dans 80% des cas, ben, la maladie, l'opération résout le problème, mais dans le pourcentage restant, l'opération, elle marche pas, bah du coup là t'es vraiment sourd de chez sourd. Donc bref, tout ça dans une période un peu bizarre, un peu triste, parce que je me suis dit mais pourquoi ça m'arrive à moi? Il y a aucun membre de ma famille qui souffre de cette maladie, qui est en plus génétique. C'était soudain. Oui, voilà, c'était en l'espace de 5 jours, en fait. Je pensais que j'avais un bouchon de cire et en fait, le docteur m'a dit, bah non, t'as perdu pratiquement toute ton audition de l'oreille droite. Donc bref, donc je laisse passer. Ah oui, je prends rendez-vous pour faire un IRM. Donc là, t'es dans la machine. C'était pour savoir s'il y avait une autre cause en fait. C'était pour confirmer le diagnostic de l'ORL, qui elle supposait que c'était l'autospongiose. Donc je fais l'IRM et tout allait bien sur l'IRM. J'avais aucun problème d'autospongiose, aucune maladie, enfin rien, vraiment, tout allait super bien. Donc là, bizarre. Donc de ce côté-là, une bonne nouvelle. Voilà, de ce côté-là, une bonne nouvelle, mais malgré tout, je me suis dit, mais ok. En fait, c'était bizarre. J'avais l'impression que c'était une bonne nouvelle, mais en même temps, une nouvelle pas si bonne que ça, parce que je ne savais pas pourquoi j'avais ça. Donc j'étais frustrée, en fait, de pas savoir qu'il n'y ait pas de diagnostic. Qu'il n'y ait pas de diagnostic, parce que quand tu as un diagnostic, bah au moins tu peux trouver des solutions. Enfin, la médecine aujourd'hui est très avancée et peut te proposer des solutions. Et là, j'en avais pas. Donc voilà, je suis partie avec mon IRM. Je suis allée voir un autre ORL qui m'a refait faire des tests d'audition. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que entre-temps, donc en l'espace de un mois après, j'avais récupéré mon audition à 90%, 95%, mais j'avais quand même les acouphènes. Et les acouphènes, c'est un bruit, enfin dans mon cas, c'était un bruit comme si tu captais pas la radio. Quand tu essaies de brancher la radio et que ça capte pas, bah c'était un peu comme ça.
Et parfois c'était plus ou moins intense, des bruits un peu sourds, vraiment pas du tout agréable. Mais bon, Et c'était oui, épuisant. ça peut fatiguer, surtout quand t'y penses beaucoup. Enfin, plus tu penses à l'acouphène, plus tu vas le ressentir. Et oui, ça te fatigue parce que t'en as marre en fait d'entendre un truc en fond dans ta tête, enfin dans tes oreilles. Et oui, c'est fatigant, ça peut te mettre de mauvaise humeur, c'est pas très agréable. Et plus tu es stressé et de mauvaise humeur par l'acouphène, plus ça va s'intensifier en fait. C'est ça le problème avec les acouphènes. Oui. Nous avons fait le lien entre ton état émotionnel et tes acouphènes. Car au-delà des acouphènes, tu as vécu un bouleversement dans ta vie personnelle dont tu n'avais pas forcément conscience à ce moment-là. Mm. Oui, effectivement. Euh, je me suis rendu compte avec toi et aussi avec l'hypnothérapeute que je voyais en parallèle que j'avais vécu euh, dans ma vie un bouleversement, un choc émotionnel. Et je m'en étais pas aperçue en fait. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu ces problèmes d'audition et les acouphènes qui se sont déclenchés. Et tu n'avais pas fait le lien. Non, moi je n'avais pas fait le lien, mais c'est en discutant et en adressant les problèmes et on va dire le mal-être psychologique que j'avais à ce moment-là, que j'ai pu faire ce lien-là. Parce que oui, j'étais dans une période où j'étais pas bien du tout dans ma vie, où j'étais un peu dans une impasse et je ne voyais pas comment m'en sortir de dans cette période-là. Et est-ce que tu souhaites justement nous parler de cette impasse? Oui, je peux en parler. Alors, donc l'impasse à ce moment-là, c'était que moi je suis dans une relation avec un homme avec qui je partage ma vie depuis 8 ans. Lui, il a un enfant d'une précédente union et nous, on a un enfant ensemble qui aujourd'hui a 3 ans. De mon côté, moi je désirais un autre enfant avec lui. Tandis que lui, il n'en voulait pas du tout parce que pour lui, bah, il avait déjà 2 enfants et voilà, il voulait pas parce que bah, c'était trop de responsabilités pour lui, trop de pression sociale, trop de, on va dire, contraintes financières et psychologiques qui ne voulaient pas s'imposer. Et moi, j'ai vécu très très mal du coup sa réaction. Parce qu'il m'a dit, bah, si on a un autre enfant ensemble, c'est vraiment, ça sera catastrophique. Et c'est ça, en fait, quand il m'a dit ça, qui m'a fait, qui m'a mis en état de choc émotionnel, en fait. Parce que j'étais dans la chambre, enfin, je m'en souviens bien de la scène. J'étais dans la chambre et quand j'ai entendu ça, j'étais dans un état de sidération où je ne pouvais pas bouger. J'étais en train de limite rire bêtement, hein, comme ça, alors qu'il y avait rien du tout de drôle dans l'histoire. C'est juste que j'étais complètement sidérée, que ce qu'il me disait, choquée, oui. Choquée, et ce qu'il me disait, je ne voulais pas l'entendre. Et plus les jours avançaient, plus en fait l'état de choc disparaissait, mais je bouillais de l'intérieur en fait. J'étais très énervée. J'avais le sentiment d'être privée de quelque chose. Oui, privée de quelque chose et que
ça me mettait dans des états de colère parce que je subissais une injustice. En gros, c'était comme ça que je l'ai vécu. Oui. Et de confusion aussi. Je me rappelle très bien la toute première fois, lorsque nous nous sommes rencontrés, de ton état de confusion. Oui, de confusion parce que je ne savais pas qu'est-ce que je devais faire en fait. Il y avait ce désir d'enfant très très fort qui était là et en parallèle, il y avait j'ai ma vie aujourd'hui avec mon conjoint et mon enfant et je me disais qu'est-ce que je fais en fait comment je vais réussir à soit à faire une croix sur ce désir d'enfant, chose que j'étais pas du tout capable, enfin je me sentais pas du tout prête à faire, soit du coup ma relation avec mon conjoint va se terminer parce que finalement je vais lui en vouloir toute ma vie de m'avoir privée de ça en fait, d'avoir un deuxième enfant. Et donc voilà, j'étais très confuse parce que je savais pas. Ça remettait en cause ton couple. Exactement, tu l'as bien résumé, ça remettait complètement en cause notre couple, notre famille qu'on avait construit. Donc c'était hyper dur et surtout que le sentiment, les tensions se faisaient ressentir des deux côtés, aussi bien de mon côté que du sien. Donc c'est très douloureux quand tu sais que toi t'es malheureuse, mais que en fait tu veux pas non plus imposer quelque chose à ton partenaire qu'il a pas envie de faire. Je me suis dit si on a un autre enfant, je veux pas que cet enfant se sente rejeté ou pas désiré. Donc il y a aussi une part de culpabilité. Ça pose beaucoup de questions. Ça pose énormément de questions, oui. Ouais. Et ça a été pour toi très violent, parce que c'était très important pour toi dans ta vie. Tu as ressenti des symptômes liés à la dépression? Oui, déjà il y avait ces acouphènes-là. J'étais hyper triste tout le temps. J'arrêtais pas de ressasser les conversations, de tourner le problème dans tous les sens. Les ruminations mentales? Oui, les ruminations. Je me faisais des scénarios catastrophes dans ma tête, du style ça va pas marcher, c'est terminé, on peut pas continuer comme ça, il ne m'aime pas. Mmh, voilà, que des choses négatives passaient par ma tête. Et oui, j'étais complètement éteinte. Ouais, éteinte, triste. Oui, pas bien, quoi. Et qu'est-ce qui t'a finalement mené vers la MBCT, la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience? Alors, c'était complètement par hasard, parce que j'étais au salon, au parc des expositions à Bordeaux. J'étais allée avec ma sœur et voilà, je me promenais. Là, j'ai vu ton stand et t'avais mis sur le stand des affiches. Enfin, des affiches et j'avais lu acouphènes. Donc là, j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, je vais voir ce que c'est. Je connaissais pas du tout la MBCT. Donc là, je m'en souviens que je t'ai raconté ma problématique. Et tu m'as expliqué comment tu travaillais, qu'est-ce que c'était la MBCT, ce que tu proposais comme accompagnement. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis tombée sur ça. Mais je connaissais quand même tout ce qui était méditation, mais pas vraiment de la méditation en pleine conscience. Francesca, est-ce que tu peux nous expliquer l'impact que la MBCT a eu sur ta situation? Oui. Alors, que des choses positives, je peux dire. D'une part, ça m'a permis de savoir
identifier mes sentiments, mes émotions et les besoins qu'il y avait derrière ces, ces sentiments-là et émotions. Les besoins à combler. Voilà, les besoins à combler, tout à fait. Ça, on l'a beaucoup travaillé ensemble et ça m'a aidé du coup à me connaître un peu plus. Parce qu'une fois qu'on connaît ses besoins, c'est une façon aussi de se connaître soi-même. Ça m'a aussi aidé à me, comment dire ça, m'apaiser, être plus ancrée sur le moment présent à travers les méditations. Arrêter les ruminations, virer toutes ces Ces pensées catastrophes. voilà, ces pensées catastrophes et scénarios et y mettre les choses sur lesquelles je me sens reconnaissante aujourd'hui en fait. Donc aujourd'hui, je me sens reconnaissante d'avoir la famille que j'ai, d'avoir construit ce que j'ai aujourd'hui. Je suis reconnaissante d'être en bonne santé. D'avoir enfin de la paix. Voilà, de la paix, du discernement. Et il est vrai que nous avons vu ensemble que l'énergie, la pleine conscience est une énergie. Et cette énergie nous emmène à une deuxième énergie qui est celle de la concentration. Et pour finir, à la troisième énergie, c'est l'énergie du discernement. Oui, c'est exactement ça. Moi, la MBCT m'a aussi, on va dire, par rapport à mon problème initial, permis de tirer profit d'une opportunité pour réussir à trouver un compromis avec mon conjoint et donc du coup nous lancer sur le projet d'un autre enfant ensemble. Et c'est ça le truc que j'ai trouvé le plus incroyable, c'est que une fois, je vais le dire comme ça, une fois que j'ai décidé de m'occuper de moi, on va dire de me sauver de cet état un peu dépressif où je me suis dit je vais travailler avec la MBCT pour me sortir de ces ruminations. Je vais essayer d'aller mieux, de m'occuper de moi. Ça a débloqué. Ça a complètement débloqué toute ma situation et mes problématiques. Tu as vu les choses autrement. Oui, j'ai vu les choses autrement. Et en gros, aujourd'hui, avec mon conjoint, on a un projet de vie qui nous permet de nous satisfaire à tous les deux, aussi bien lui ses besoins que moi mon besoin d'avoir un deuxième enfant. Donc ça, je pense pas que ça aurait été possible si j'avais pas eu cette sérénité, cette paix, cet ancrage vraiment dans le présent qui m'aurait permis de discerner et de vraiment prendre de la hauteur et prendre les bonnes décisions. Oui, et apprendre à reconnaître nos émotions, c'est important. Oui, oui, c'est vrai. Une fois qu'on les a identifiées, là, ça paraît plus, on se sent mieux parce que on se dit, en fait, c'est légitime que je me sente comme ça, je suis pas anormale, il n'y a pas de sentiments négatifs ou positifs. C'est comme ça, on l'accepte et on va de l'avant en fait. Oui. Bien souvent, nos émotions négatives et nos pensées, qui sont liées à ces émotions, sont là pour nous faire croire que tout va mal. Et on dit souvent les pensées ne sont pas des faits, bien qu'elles prétendent le contraire. Et il est important, effectivement, de reconnaître d'une manière un peu plus précise ce qui se passe en nous, donc d'identifier le besoin à combler. On s'aperçoit que tout se calme.
On sait qu'une émotion ne dure que quelques secondes si on ne l'entretient pas avec la pensée. Donc d'où l'importance d'apprendre en pleine conscience à repérer notre première pensée négative pour éviter d'entrer dans ces pensées qui feront boule de neige, qui vont créer une pensée puis une autre pensée, et donc de revenir à l'instant présent. Effectivement, en apprenant à faire ce chemin, on acquiert des automatismes dans la vie de tous les jours, où on repère très facilement ce qui se passe en nous, et les choses se calment et s'apaisent, et on peut continuer à avancer sereinement. Oui, au début, ça nécessite quand même un peu de pratique et ça peut être un peu déstabilisant de faire le contraire de ce qu'on fait d'habitude. Mais il n'y a vraiment que du positif à faire ça. Et en regardant vers l'avenir, comment envisages-tu de poursuivre justement ta croissance personnelle et professionnelle à la lumière de ces expériences que tu as faites? Oui, alors de mon côté, bon, j'intègre dans mon quotidien des pratiques que tu m'as apprises, comme par exemple la cohérence cardiaque. J'intègre une fois par jour 20 à 30 minutes de méditation. Ça dépend desquelles, mais en tout cas, c'est ce que je me suis fixé de faire 20 minutes avant de dormir, un peu de méditation. Et dans ma vie de tous les jours, donc que ce soit professionnel ou personnel, euh, j'essaie de repérer le plus possible quand je vais entrer dans des pensées, dans des ruminations, détecter que je pars, je pars dans des pensées qui ne vont rien apporter de bon, et donc de me recentrer sur moi-même, me recentrer sur le présent, et comme ça être plus heureuse en fait, parce que c'est ça en fait. C'est comme ça qu'on est quand on est ancré dans le présent. On est plus heureux. Tandis que quand on est dans le passé ou dans le futur, on peut être anxieux, on peut être déprimé. Donc ça, c'est quelque chose qui s'applique vraiment à toutes les sphères de ma vie. Et je peux ajouter également que le travail que j'ai commencé du coup avec toi, je vais le continuer. Euh, je vais le continuer parce que j'aimerais réussir à comprendre et passer à autre chose pour certains événements, on va dire, de ma vie, mon enfance, de ma jeunesse, des choses voilà qui marquent et que on a besoin de digérer, d'assimiler, de comprendre et de lâcher prise. Se connecter à soi, comprendre nos mécanismes pour pouvoir avancer. C'est ça. Le passé appartient au passé. Il est important de comprendre d'où nous venons, ce que nous avons vécu, mais pas de rester dans le passé. La pleine conscience, c'est l'instant présent. C'est maintenant que tout se passe. L'avenir n'existe pas encore et le passé n'existe plus. Oui, c'est joliment dit. C'est joliment dit, oui. Francesca, nous arrivons à terme de l'épisode. Quel message voudrais-tu partager avec ceux qui peuvent vivre des expériences similaires? Et quels mots d'encouragement et de sagesse aimerais-tu leur offrir? J'aimerais dire que la vie la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Déjà, c'est une expression très connue, mais qui est vraiment comme ça. La vie est cyclique, on a des hauts et des bas, mais il faut toujours garder espoir. Vraiment essayer d'être le plus connecté à soi-même ou à Dieu, comment on veuille l'appeler, mais ça passe beaucoup, à mon sens, par
être connecté à soi-même, aux autres, dans le présent, parce que ça c'est salvateur en fait. Ça peut vraiment changer une vie. Comme tu dis, le futur n'existe pas. Si aujourd'hui tu as X projets, tu te dis j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, donne-toi les moyens de le faire. Et tout va aller pour le mieux. Il y aura toujours des moments de bonheur, il y aura toujours des moments où tu vas te sentir heureux, et dans chacun de nous, il y a, à mon sens, un esprit de guerrier ou de guerrière qui, même si on s'en sent pas capable, on va réussir toujours à surpasser les événements douloureux et difficiles de la vie. Parce que on a cette capacité-là de résilience pour affronter des choses dures dans la vie. Et finalement, c'est ça qui est beau dans la vie, c'est de rebondir, de se réinventer, de toujours trouver la manière d'être heureux. Merci Francesca. Chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à Écho de Vie pour recevoir les notifications des prochains épisodes. Si vous souhaitez adresser un message à Francesca, sachez que plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez laisser votre message dans les commentaires de cet épisode ou bien lui écrire directement via l'adresse email d'Écho de Vie que vous trouverez dans la description de notre podcast. Votre participation enrichit notre communauté et nous avons hâte de partager vos messages avec Francesca. Dans le prochain épisode d'Écho de Vie, nous aborderons les chocs émotionnels, appelés aussi des traumatismes, qui ne sont pas nécessairement associés à des événements majeurs tels que la violence, l'agression, la guerre ou les attentats. Nous nous concentrerons plutôt sur ces chocs émotionnels que beaucoup considèrent comme mineurs, simplement parce qu'ils font partie de la vie quotidienne. Et il est important de comprendre qu'il n'y a pas de distinction nette entre les grands et les petits chocs émotionnels. Chaque individu réagit différemment aux situations de stress, de perte, de déception ou de changement, quelle que soit leur ampleur objective. Ce qui peut sembler insignifiant pour certains peut avoir un impact profond sur d'autres. Par conséquent, nous explorerons la diversité des expériences émotionnelles et reconnaîtrons que la façon dont nous percevons et gérons ces chocs peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre. Vous pouvez écouter notre prochain épisode sur toutes vos plateformes préférées de podcast, alors restez à l'écoute de Écho de Vie sur la manière dont nous pouvons tous naviguer à travers les émotions de la vie. Je vous dis à très bientôt.